Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission Le mystère de l'infini. Aujourd'hui, la communication extrasensorielle. Mesdames, Messieurs, alors comme je vous disais aujourd'hui, nous continuons en deuxième partie sur l'émission sur la communication et nous allons discuter davantage sur la communication extrasensorielle. Alors, bonsoir, bonjour, Monsieur Pinard, ça va bien? Bonjour et bonsoir, Ouais. Monsieur Saunier, ça va très bien. Voilà. Donc, je voulais savoir, je pense que les gens veulent savoir, y a-t-il une différence entre la communication sensorielle ou extrasensorielle? D'abord, ce que les gens pensent être de la communication, c'est pas véritablement de la communication. Il faut essayer de la voir dans un contexte qui ne sera pas celle de Marshall McLuhan. Marshall McLuhan disait que 90 du langage était non-verbal, qu'il y avait une sorte de langage du corps. Moi, je veux pousser beaucoup plus loin que ça. Oui. OK? Mais attention, Marshall McLuhan, c'est un génie de communication. Oui. Mais moi, je veux parler au niveau subtil. Quand on parle des communications extrasensorielles, la question que je me suis posée, que je me pose encore même, après 30 ans d'études. Premièrement, un individu, lorsqu'il communique quoi? Qui est-il? Qui parle? Qui communique? Est-ce que c'est le mental? Qu'est-ce que c'est que le mental? Comprenez-vous? Ce raisonnement du mental, est-ce que c'est quelque chose qui vient de nous? Ou est-ce que c'est une synthèse qui vient d'un livre? Ou est-ce que c'est un plan qui cherche à communiquer à l'homme des informations? C'est-à-dire qu'il faudra que l'homme comprenne qu'il n'est pas libre même dans sa communication et qu'il y a des interférences qui viennent de d'autres plans. Mais avant, je vais parler de la communication ordinaire. Il est extrêmement difficile en ce moment dans le monde de communiquer, point final. Que vous soyez dans n'importe quel pays du monde entier, vous êtes à peu près sûr que si vous voulez expliquer A, on va arriver à Z. La communication est quelque chose de très émotif. Il y a des gens qui vont l'interpréter sans cesse. C'est-à-dire qu'on parle le même langage, mais même si on prend des précautions pour parler le même langage, ça va être interprété de manière différente. Même avec les mêmes intentions. Même avec les mêmes intentions, à moins de parler de mathématiques. C'est-à-dire que les endroits où la communication est facile, c'est dans la science. Ou va être dans une bureaucratie où c'est écrit noir sur blanc avec le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3, c'est ça. Mais en général, on ne communique pas comme ça, heureusement, parce que sinon, on serait complètement des robots. Ça n'aurait pas de sens de communiquer de cette manière-là. Donc, notre communication doit passer par une sorte de sensibilité. Évidemment, si quelqu'un réalise une peinture ou une photo, je me rappelle à une certaine époque, une personne qui m'a fait découvrir la photographie, pas la photographie, la peinture. C'était Marguerite Blais, en 1993, qui m'avait amené voir des peintres. Alors, c'est une personne que j'ai côtoyée quelques mois, et une personne très jolie, avec des yeux magnifiques. Et on regardait des peintures, puis laisse-toi aller dans ressentir. Je voyais que c'était quelque chose d'extraordinaire, que ça parlait beaucoup, que c'était fantastique, et qu'elle avait acquis un niveau
de sensibilité que je trouvais extraordinairement intéressant. Donc, on sait communiquer à ce niveau-là. Est-ce que la peinture elle-même communiquait toujours quelque chose? Oh oui. Et ça vient du peintre, oui, la oui, communication? Oui. Elle vient du peintre, la communication. Et donc, je me rends compte que même si c'est une peinture qui est là pour tout le monde, on se parle à travers la peinture. C'est-à-dire que la peinture, de la manière que nous avons tendance à l'interpréter, c'est le regard que moi je pose sur moi. Donc, c'est pas juste le peintre qui me parle, c'est moi à travers le peintre. Donc, c'est intéressant, mais en même temps, c'est une problématique dans la communication, dans le couple, par exemple, ou avec le monde en général, parce que toute communication est assujettie à une interprétation, à une coloration psychologique, à une coloration émotive. Et on n'est pas encore assez savant dans notre civilisation pour comprendre qu'il peut y avoir des interférences qui viennent de d'autres plans, qui ne sont pas nécessairement toujours pour l'homme, et qui peuvent intervenir dans le plan psychologique de l'individu, autant le jour que la nuit, et qui va modifier ses perceptions. C'est que nous, on a tendance à penser dans notre monde cartésien que la communication... D'abord, on le sait là, que la communication, c'est quelque chose qui n'est pas facile. On sait que la communication, c'est un art. On sait que la communication, peu importe ce qu'on va dire, il y a des gens qui vont aimer, il y a des gens qui n'aimeront pas, mais qu'on ne peut pas échapper à l'interprétation. Et il faut savoir qu'est-ce que c'est que cette fameuse interprétation. Sommes-nous libres de penser lorsqu'on interprète? Eh bien non. Justement parce qu'il y a une coloration. Ça veut dire que l'homme est influencé à quelque part par plusieurs choses. Il est influencé, oui, par son passé. Il est influencé par la chose que nous appelons sa sensibilité. Mais encore là, on pourrait faire 10 émissions sur la sensibilité sans jamais passer au travers. Juste expliquer la sensibilité. D'où vient-elle? Qu'est-ce que la sensibilité? Alors, quand on parle d'interprétation dans la sensibilité chez un individu, c'est quelque chose qui nous permet de voir le monde à travers une vision qui est extrêmement personnelle. Moi, ce que j'ai découvert, puis ça m'a pris 35 ans pour découvrir ça, c'est que l'interprétation que nous faisons du monde le constitue. C'est-à-dire que ce qu'on appelle la synchronicité, c'est de la communication, mais à un plus haut niveau. La synchronicité, c'est une communication au-delà de l'espace, au-delà du temps, qui émane de nous et qui va chercher le monde. Autrement dit, c'est comme la capacité d'étendre une ambiance intérieure et qui nous revient. Mais qu'est-ce que l'ambiance intérieure? C'est la relation que nous avons avec notre inconscient, c'est la relation que nous avons avec notre subconscient, qui est portée à la conscience. Mais entre l'inconscient et la conscience, il y a des interférences. C'est sûr qu'un psychologue pourrait dire qu'il y a des interférences qui nous viennent du passé, qui nous viennent d'un conditionnement, qui nous viennent de la mémoire, puis ils auraient probablement raison à ce niveau-là. Moi, je rajoute un autre plan. Je rajoute un plan de l'invisible. J'en rajoute même deux. Je rajoute le plan de l'inconscient collectif, c'est-à-dire que le rapport que nous avons avec notre inconscient, le rapport que nous avons avec notre subconscient, ça dépend de la race. Ça dépend de quel endroit de la planète on vient au monde. C'est-à-dire que l'interprétation, vous avez beau montrer quelque chose, là, une peinture... La même peinture. La même peinture, elle va être vue d'une manière différente au Brésil que si vous l'amenez dans un pays arabe. Alors, quel est le rôle de la communication à ce moment-là, de la peinture, si on n'y comprend pas tous la même chose? Bien, c'est-à-dire que je sais que les gens qui sont dans le monde des affaires puis qui vont faire des commerciaux, si on est en Allemagne, on va utiliser en général en photographie des couleurs beaucoup plus froides. Et le cinéma allemand, d'ailleurs, est un cinéma où on va chercher des couleurs plus froides. D'accord? Mais si vous allez à Rio de Janeiro, les gens de Rio de Janeiro, les gens du Brésil, c'est des gens qui vont aimer des couleurs plus chaudes.
Et évidemment, dans l'inconscient collectif, si vous allez voir le Christ sur la croix en Allemagne, ça va avoir l'air d'être coulé dans du béton, mais je peux vous dire que si vous allez voir le Christ sur la croix au Mexique, il va saigner pas mal, puis il va être rouge, là. Puis il va-tu en avoir du sang dessus, vous comprenez-vous? Donc, les méthodes de communication ne sont pas les mêmes. Ça va être le Christ sur la croix, c'est pas la même image, c'est pas la même interprétation. Autrement dit, dans les pays latins, le sang, c'est important. Les couleurs chaudes, l'intensité est extrêmement importante. Puis par contre, si vous allez à Berlin, il y a les artistes de rue. Et les artistes de rue ont une très grande importance à Berlin. C'est qu'il y a... tout le monde peint sur les édifices à Berlin. Il y a des artistes de rue, il y a une très grande chaleur. Donc, le mode d'expression des Allemands est un mode d'expression, parce qu'on pense que c'est un peuple froid, mais c'est un peuple d'expression extraordinairement porté à s'exprimer dans la rue. Donc, les Allemands sont des gens qui s'expriment dans la rue. Alors, en même temps, froid, mais en même temps, pas froid. Alors, j'en reviens à l'inconscient, au subconscient. Il y a des interférences. Et je crois qu'une grande partie de ces interférences-là ne viennent pas d'un plan qui appartient au nôtre. Évidemment, on pourrait discuter pendant des heures de temps, savoir est-ce que c'est un plan extraterrestre, c'est un plan extradimensionnel. Je ne ressens pas que l'homme est nécessairement libre de sa pensée. Évidemment, déjà là, au niveau de la voyance, lorsque moi je vois des flashs et que je peux, avec les flashs, voir des choses, parfois d'une précision étonnante, moi je me dis, d'accord, c'est beau, mais ça vient d'où? Vous savez, je me pose des questions. C'est pas une invention, c'est ça, ça vient pas... Moi, là, je connais pas la personne, ouais. Je l'ai jamais vue, puis je peux lui parler de sa vie, comprenez-vous? Passé, présent et futur. Puis d'autres voyants peuvent aussi faire la même chose, là. Mais évidemment qu'il faut sortir des cartes à un moment donné, là. Moi, j'aime la voyance directe, parce que j'aime la communication directe. J'aime voir les gens... c'est direct. Ou de voir une photographie d'eux, parce que la photographie fait partie de mon culture, ça fait partie de ma sensibilité, puisque j'en ai fait pendant plusieurs années et que j'en fais encore aujourd'hui. Donc, sauf qu'il y a une interférence qui pourrait venir, on pourrait dire, pour l'instant, entre guillemets, qui vient de l'au-delà, et qui agit, je pense, au niveau du monde entier. Je vais en parler peut-être plus profondément dans une émission que je vais appeler Le Mal. Mais pourquoi c'est si difficile que ça, déjà là, entre deux amis, de communiquer? On pense que la communication, c'est quelque chose de facile. Entre deux amis, non. Ça s'entretient. C'est comme un couple, c'est à tous les jours. Alors, imaginez la relation entre couples. La majorité des familles québécoises, la communication est non seulement est difficile, souvent, ça l'a explosé. Les gens sont en couple. Ils désirent que ça fonctionne. Ils ont rencontré une personne qu'ils aiment. Il faut que ça marche. Ils ont même des enfants. Donc, au début, au moment de leur couple, ils ont certainement eu au moins l'intention que ce soit quelque chose d'extraordinaire, que ça puisse fonctionner. Et ce qui est malheureux, c'est qu'on entend toujours, je le sais parce que je suis en consultation, les gens viennent me voir, on entend toujours que bien, ça a fonctionné pendant 5 ans, 6 ans, puis finalement, ça a sauté. Puis là, je ne connais pas le nombre exact de divorces dans la province de Québec, mais je sais qu'au bout de 10 ans, il est très élevé. Mais je ne connais pas le chiffre. Peut-être qu'il est sur Internet, dans le gouvernement du Québec, je ne sais pas. Mais il est très élevé. Donc, pour moi, la communication, c'est... Une partie, c'est d'être capable de décolorer l'infantilisme, le manque de maturité qu'un individu peut vivre sans en être affecté. Parce qu'il y a beaucoup d'infantilisme dans l'être humain. Il y a beaucoup de manque de maturité dans l'être humain. Et je suis porté à penser qu'une grande partie de la population, même internationale, n'a pas dépassé émotivement
20 ans. Alors, lorsqu'on s'intéresse à une religion et qu'on n'a pas acquis une maturité émotive, ça peut devenir extrêmement dangereux parce qu'un enfant est très influençable. Mais quand on parle à des enfants de 50 ans, c'est dangereux. Parce que ces gens-là ont le pouvoir, ont de l'argent pour fabriquer des armes. Les jeunes qui n'ont pas encore une maturité peuvent être facilement influencés par un gouvernement qui désire partir en guerre. Et c'est comme ça qu'on peut partir des sociétés fondamentalistes. C'est comme ça que certaines personnes vont avoir... C'est comme ça, c'est de cette manière-là que Hitler a monopolisé l'Allemagne et qu'il a réussi avec certains ordres ésotériques, l'ordre de Thulé. C'est drôle, hein? Thulé. C'est drôle. Parce que c'est ça qu'il a fait. Ouais. Et il a réussi à monopoliser chez des gens bien ordinaires, là. Chez des gens qui fonctionnaient très bien. Il a réussi à monopoliser une sorte de haine. À un point tel que ça a créé des millions de morts et des dizaines de millions de blessés et que ça a été une catastrophe monumentale. Est-ce que la communication est facile? Ce qui m'inquiète, excusez-moi, parce que sinon je vais l'oublier. Oui. Ce qui m'impressionne dans la communication, c'est pas tellement la communication, c'est pourquoi déraille-t-elle si facilement? Pourquoi deux bonnes intentions, que ce soit le mariage... De bonne foi. Deux bonnes foi, c'est très difficile de mener ça à bon terme. Ça m'impressionne. Qu'est-ce qui interfère dans l'homme pour que nous puissions vivre depuis 4000 ans de la difficulté, des guerres? Mais quand on s'y arrête, il n'y a pas personne qui veut détruire quoi que ce soit. Il n'y a pas personne qui est intéressé d'aller à une guerre. Il n'y a pas personne qui est intéressé de... je me souviens que Gene Roddenberry, dans les années 50, il avait écrit un épisode de Star Trek qui s'appelait The Day of Dove, D-O-V-E. Puis c'est pas un savon, là. Je peux vous garantir que si vous allez sur YouTube... Vous nous en passez un savon que c'est pas un savon. Je ne vous passerai pas un savon parce que vous pouvez le vérifier sur YouTube. Et c'était un moment donné... Vous allez voir où est-ce que je veux en venir. Dans cet autre élément qui communique entre le subconscient et la conscience, il y a une entité qui entre dans le vaisseau, qui est une espèce de créature invisible. Mais on peut la voir, si on veut, flasher. Elle a une certaine luminosité. Et le but de cette créature-là, c'est de retourner les uns contre les autres dans le vaisseau, tellement que c'est le bordel au complet. Tout le monde veut se casser la gueule. Parce que des gens qui, au départ, étaient en harmonie. Des gens qui, au départ, étaient en harmonie. Puis on sait très bien que dans Star Trek, tout le monde suit un ordre extrêmement établi. Là. Tout est correct. Tout est beau. 1, 2, 3, 4, 5, c'est quasiment des robots, Star Trek. Il n'y a pas de place à des zones grises là-dedans. Non. Donc, cette créature-là se nourrit des émotions négatives. Jusqu'au point où c'est le bordel. Et c'est le docteur McCoy qui injecte un produit hilarant. Puis la créature, n'étant plus capable de se nourrir, désire quitter le vaisseau en pleurant. Alors, moi, je pense ceci. Oui. Vous allez faire ce que vous voulez avec, là, faites vos recherches. Moi, je pense qu'avant que l'homme existe sur Terre, il y avait des créatures qui étaient invisibles. Puis je pense, là, écoutez, là, ces 40 ans de recherche, c'est pas... comment je pourrais dire, c'est pas de la paranoïa, ce que je vais vous dire là. Moi, je pense que ce qu'on appelle le mal, il va falloir creuser la chose. Parce que je crois qu'il y avait des... Il y en a qui appelaient ça des anges, là, qui se sont révoltés. On regarde ça dans la Bible. Hein? Des anges se révoltant contre Dieu. Il y a eu un grand combat. Il y a eu ceux qui se sont liés à Dieu et l'autre contre l'homme. Il y a quelque chose d'assez intéressant dans cette mythologie-là. Parce que moi, ma conclusion, c'est pas une conclusion, c'est plutôt une observation.
j'ai l'impression qu'il y avait des créatures qui n'habitaient pas un corps, qui existaient sur la Terre avant l'existence de l'homme. Puis j'ai l'impression qu'ils nous passent à travers le corps et qui peuvent détériorer la communication de l'homme à un point tel qu'on voit des guerres partout. Et pourquoi j'en arrive à cette conclusion-là qui a l'air complètement... pour certains, ça va être extrêmement flyé. J'en arrive à cette conclusion-là parce que ça fait 4000 ans que l'homme sur Terre n'a jamais été heureux. Et même si aujourd'hui, on vit dans une société absolument extraordinaire, que l'on vit dans une société avec des moyens, hein, le plus pauvre d'aujourd'hui vit comme un roi du Moyen Âge. D'accord? Je regarde les jeunes, sont malheureux. Oui, mais M. Pinard, concernant les créatures qui tentent de nous communiquer une énergie négative... Peut-être. C'est une hypothèse. Il me semble qu'on a déjà de la difficulté à communiquer avec des êtres vivants physiques. Oui. Ça devient encore plus complexe lorsqu'on entre dans la métaphysique, là. Mais ça ne change pas mon propos. C'est pourquoi c'est difficile de communiquer avec des êtres physiques. C'est ça? Oui, ça oui, en revient à oui. cette question-là. C'est pourquoi quelque chose de facile est quelque chose de difficile. Alors moi, je dis ceci, il y a peut-être quelque chose dans l'air, il y a peut-être quelque chose qui fait que... Les animaux sont méchants, d'accord? Il y a une méchanceté, c'est chez l'animal. L'animal va tuer pour se nourrir. L'être humain, c'est le seul qui peut le faire par plaisir. L'être humain peut prendre plaisir à faire souffrir son prochain. Sa jalousie est extrêmement développée. Il aime fondamentalement... Il y a vraiment un Dr. Jekyll puis un Mr. Hyde dans l'être humain. On le retrouve chez les hommes, on le retrouve chez les femmes. Il y a Madame Jekyll, puis il y a Madame Hyde aussi. Ça touche tout le monde. Il y a une pulsion de destruction. Mais moi, j'ai observé des gens qui savent communiquer et qui savent ramener une communication qui commençait à déraper, dire « Attends un peu, on fait fausse route, on est en train de déraper sur des choses qui sont complètement secondaires. » Alors, revenons au point où on en était, c'est-à-dire au gros bon sens, puis aussi à la bonne foi. Oui, mais ça, c'est vrai, vous allez le voir dans un cabinet où c'est un couple avec un psychologue. Mais le psychologue n'est pas toujours là. Bien, c'est ça. La personne de gros bon sens là, qui est capable de, passez-moi l'expression, d'enlever la coloration, qui prend une mauvaise tangente, n'est pas toujours présente. Non. Comprenez-vous? Puis c'est là où je dis, dans le monde, il y a énormément d'infantilisme. D'ailleurs, je ne sais pas, avez-vous remarqué, quand vous conduisez votre voiture, si vous regardez les chauffeurs, moi, je me pose la question, est-ce que je conduis comme tout le monde? Parce que c'est inquiétant. Il y a des gens qui sont en arrière de vous, là. Bon. Et puis là, ils voudraient embarquer par-dessus vous, vous écraser 2-3 fois, là, puis ensuite aller par en avant et faire la même chose avec la voiture. Moi, je n'ai jamais klaxonné. À moins, là, vraiment, que c'est quelqu'un qui rouvre une portière, là, parce que pour moi, je trouve ça comme inutile, là, en autant qu'il n'y ait pas de problème, que je n'ai pas frappé quelqu'un, ou que... Ça sert à quoi? Bon. Je regarde juste la méthode, les gens les conduisent comme... Ce côté enragé, là. Ils s'identifient à leur véhicule, puis leur véhicule devient un moyen de communication. Mais vous écrasez! Ta voix! Le véhicule devient un moyen de communication. Tout ce que l'homme manipule peut devenir un moyen de communication. Oui. Selon l'état dans lequel il est. Oui, on peut s'en servir aussi bien pour créer quelque chose. C'est pareil avec l'Internet. On peut aussi bien se servir de l'Internet pour créer quelque chose d'extraordinaire qu'on peut s'en servir... Par exemple, je pourrais prendre le coussin qui est là, vous le lancez, ça voudrait dire quelque chose dans un tel contexte. Hein, par exemple? S'il y a des plumes qui sortent, on peut toujours faire ça avec des oreillers. Oui, mais ça va avoir l'air étrange. Mais donc, c'est une communication. C'est ça. Oui, mais il y a des choses qui sont amusantes. Ce que je veux dire, c'est que c'est très difficile entre deux êtres humains de communiquer. C'est très difficile dans un groupe, puis même dans un beau party, dans une très belle fête de mariage. Excusez l'anglicisme, party. On est élevés dans les parties, nous. On a fini dans la fête, avec les âges en français. Et il y a toujours quelqu'un qui
qui n'est pas capable de prendre la boisson. Puis ça, c'est quelque chose, je me dis, mais pourquoi il y en a qui vont rire avec du vin, puis il y en a d'autres que ça va être une véritable catastrophe? Vous comprenez-vous? Oui, oui. La oui, relation entre le subconscient et l'inconscient, si quelqu'un prend un produit, ça ne va pas du tout être la même chose. Qu'est-ce qui intervient à ce moment-là? C'est sûr qu'un biologiste va peut-être dire qu'il y a quelque chose dans le cerveau qui intervient. Oh oui, d'accord, mais on ne l'a pas encore trouvé. Puis moi, je dis simplement, je regarde, à cause que je suis habitué au côté occulte, puis que le côté occulte m'intéresse, je me dis, est-ce qu'il existe des forces négatives comme positives qui peuvent en même temps nous protéger, mais aussi qui sont destructeurs? Parce que si je regarde l'humanité, M. Saunier, 4000 ans, là, pas de paix sur Terre, c'est long. Et il y a eu très peu de temps, il y a eu très peu de civilisations qui ont été paisibles. Fait que c'est des questions que moi, personnellement, je me pose. Et c'est des questions que vous tentez de répondre à chaque conférence. À chaque personne que je rencontre. Oui, à chaque personne que vous rencontrez. Oui, parce que... Mais aussi, je suis désolé, on arrive déjà à la fin. Hein, et puis... Mais ça, c'est un manque de... C'était terrible. C'est terrible. Alors, je vous communique qu'il nous reste que quelques secondes. Alors, c'est ça, c'est qu'il nous reste quelques secondes, mais j'aimerais ça que vous nous parliez des activités que vous faites dans le domaine de la communication. Mais dans le domaine de la communication, d'abord, je donne des conférences. Oui. On a une grande salle. C'est quelque chose d'extraordinaire, c'est isolé. J'ai reçu longtemps les gens dans un restaurant, c'était amusant. Puis les gens, on se sentait comme la table du Christ. C'était le fun. Ça a été un passage intéressant dans ma vie. Maintenant, on a une grande salle. C'est quelque chose de passionnant. Il y a des gens qui viennent me voir en consultation privée pour comprendre une situation qu'ils vivent dans leur vie qui peuvent être difficiles. Puis il y en a d'autres qui veulent simplement avoir de la voyance. Et aussi, nos fantastiques web TV, c'est-à-dire nos web-conférences avec lesquelles je communique un thème à toutes les 2 semaines pour le monde entier. Et un jour, peut-être, ça va être à toutes les semaines. Donc, ça, c'est quelque chose à surveiller parce que mon site web il évolue à tous les jours. Pour les web-conférences, c'est le www.webpinar.tv. Oui. Et pour votre site Mon web? site web, c'est le www.normandpinard.com au numéro de téléphone suivant, le 514-254-5919. Et puis, les gens peuvent aller consulter ces sites. Toutes les activités sont là, les détails sont il y a des conférences qui changent à toutes les semaines. Oui. Toutes les semaines, il y a des activités. C'est sans arrêt et c'est fantastique. Alors voilà, on a fait, je dirais pas le tour, mais le point sur la communication. À peine le début sur la communication. Merci beaucoup, M. Pinard. C'est moi qui vous remercie. Mesdames, Messieurs, je vous invite également à communiquer à info@tvrl.ca pour communiquer vos commentaires et détails sur l'émission et surtout nous dire si vous appréciez l'émission et qu'est-ce que vous voudriez, les sujets auxquels vous voudriez qu'on développe. Merci, Mesdames et Messieurs, et à la prochaine.